Si vous deviez deviner quel pays a le plus grand fonds souverain du monde, que diriez-vous? Serait-ce la Chine, avec son incroyable excédent commercial de 992,2 milliards? Ou peut-être l'Arabie Saoudite, qui abrite 16% des réserves mondiales de pétrole et produit près de 11 milliards de barils par jour? De bonnes hypothèses, mais aucune n'est la bonne. La réponse est la Norvège, un pays européen à peu près de la taille du Nouveau-Mexique, assis sur une somme vertigineuse de 1,8 billion. Dollars. Oui, c'est billion avec un B, mais ce n'est même pas le plus choquant pour cette vidéo. C'est ce que la Norvège prévoit de faire avec une bonne partie de cet argent qui a stupéfié les États-Unis et le reste du monde. Alerte spoiler, l'Ukraine sera à son extrémité réceptrice. Cette vidéo a tous les détails. Voici quelques bases pour ceux qui ne lisent pas régulièrement des rapports économiques. Un fonds souverain, Sovereign Wealth Fund, est comme un gigantesque compte d'épargne pour un pays entier. Les gouvernements constituent ces fonds à partir d'excédents, souvent issus de surplus pétroliers ou d'autres aubaines, et les investissent dans des actions, obligations et immobiliers pour les faire fructifier. Les fonds souverains ne sont pas tous égaux. Le fonds de la Norvège se démarque nettement des autres. Comme mentionné, ce fonds, officiellement appelé le fonds de pension du gouvernement global, est le plus grand du monde, et il l'est de loin. Au moment de cette vidéo, ce fonds vaut environ 20 000 milliards de couronnes norvégiennes, soit 1,8 billion de dollars. Pour comparaison, voici les valeurs de 4 autres fonds, dans le top 5 mondial. La China Investment Corporation, le plus grand fonds souverain de la Chine, vaut 1,33 billion de dollars. La Safe Investment Company, la branche hongkongaise du fonds souverain chinois, est évaluée à 1,09 billion de dollars. L'autorité d'investissement d'Abu Dhabi vaut 1,06 billion de dollars. L'autorité d'investissement du Koweït est évaluée à 0,03 billion de dollars, bien loin derrière le fonds souverain de la Norvège qui est dans une ligue à part. D'où provient cet argent? 2024 se décompose ainsi. 1020 milliards de dollars provenant des rendements sur investissement, 469 milliards de dollars des flux nets et 326 milliards de dollars de la monnaie. La plupart des fonds proviennent des actions. La Norvège détenant des parts dans environ 9000 sociétés mondiales. En moyenne, il détient 1,5% de toutes les entreprises cotées en bourse, ce qui signifie que lorsque les marchés mondiaux prospèrent, la fortune de la Norvège aussi. Il y a ensuite les obligations, essentiellement des prêts au gouvernement et aux entreprises qui génèrent des rendements réguliers. De plus, la Norvège détient des immeubles de bureaux, des espaces commerciaux et des centres logistiques de premier ordre dans les grandes villes du monde. Enfin, il y a l'infrastructure d'énergie renouvelable, un fonds investissant dans des projets éoliens et solaires, comme un pari durable à long terme. Le meilleur? Le fonds souverain norvégien est conçu pour continuer de croître. Contrairement à d'autres pays, il n'investit qu'à l'étranger pour éviter une surchauffe de l'économie norvégienne. Cela signifie que pendant que les marchés mondiaux fluctuent, la Norvège répartit ses risques à travers plusieurs industries et régions, et jusqu'à présent, cette stratégie a fonctionné brillamment. Moins de 50% de la valeur du fonds provient des revenus pétroliers du pays. Le reste résulte d'investissements avisés. La Norvège a des règles strictes sur l'utilisation de son fonds souverain, qui ne sert pas seulement à l'épargne, mais aussi aux dépenses. Le pays ne peut pas piocher dedans à sa guise comme dans une énorme tirelire. Chaque année, le gouvernement ne peut utiliser qu'une petite partie, qui représente tout de même près de 20% du budget national. Le principe clé? Ne dépenser que ce que le fonds gagne, jamais le fonds lui-même. Cette philosophie a été intégrée au système dès le tout début. Dans les années 60, quand la Norvège a revendiqué sa souveraineté sur son plateau continental, elle a établi les fondations d'un plan de gestion responsable et durable des ressources pétrolières. Les règles étaient claires. Économiser les ressources, penser à l'avenir. Depuis 2001, la Norvège limite ses dépenses à 4%, puis à 3% par an, suivant une règle budgétaire stricte. La règle de dépenses de 3% signifie que la Norvège n'utilise que le rendement attendu des investissements. Cela permet au fonds de croître tout en soutenant l'économie. Cette règle, introduite par le premier cabinet de Jens Stoltenberg, a été soutenue par tout le spectre politique. Mais voici où cela devient encore plus intelligent. La Norvège adapte ses dépenses selon la conjoncture économique. En temps de crise, elle peut davantage piocher dans le fond. Quand les choses sont stables, elle se retient. Cette approche à long terme assure un avenir financier solide pour les générations futures. Néanmoins, temps difficile n'est qu'un euphémisme pour décrire la situation actuelle en Europe.
L'Europe fait face à la plus grande guerre conventionnelle depuis la Seconde Guerre mondiale, un conflit qui pourrait s'étendre au-delà de l'Ukraine, son point de départ. La Norvège prévoit donc d'utiliser son fonds souverain pour accroître significativement son aide à l'Ukraine. Avec 1,8 billion de dollars dans ce fonds, la Norvège est dans une position rare. Elle a l'argent pour vraiment faire une différence. Et contrairement à de nombreux autres pays, la Norvège peut agir rapidement. Comme l'a souligné Guri Melby, membre du Parlement norvégien et leader du Parti libéral, la Norvège est l'un des rares pays qui dispose de grandes sommes d'argent facilement disponibles. Et nous devons donc multiplier notre soutien à l'Ukraine immédiatement. Et cela semble être une question bipartite dans le pays. L'ancienne première ministre conservatrice de Norvège, Erna Solberg, a fait écho à l'urgence de Melby, affirmant que le soutien de la Norvège devrait être augmenté de manière significative et rapide. Cependant, tout le monde en Norvège ne semble pas être d'accord, et l'opposition vient du ministre des Finances et ancien Premier ministre Jens Stoltenberg, une personnalité assez en vue. Mais soyons clairs, Stoltenberg ne s'oppose pas à aider l'Ukraine, bien au contraire. En tant que secrétaire général de l'OTAN pendant une décennie, et lors du début de l'invasion, Stoltenberg a été l'un des plus fervents défenseurs du droit de l'Ukraine à se défendre contre l'agression de la Russie. Pendant son mandat, il a constamment souligné que l'avenir de l'Ukraine est intimement lié à l'OTAN et que son adhésion éventuelle est un chemin irréversible. Il a également activement poussé les membres de l'OTAN à augmenter leur soutien à l'Ukraine, reconnaissant à plusieurs reprises les conséquences graves des retards dans l'aide militaire. Il ne s'agit donc pas de savoir s'il faut soutenir l'Ukraine, mais de la méthode pour fournir ce soutien. Là se situaient les préoccupations de Stoltenberg. Stoltenberg croit fermement aux règles fiscales norvégiennes. Quand il s'agit de puiser dans le fonds souverain de la Norvège pour l'Ukraine, il a mis en garde contre toute manipulation du cadre budgétaire soigneusement conçu du pays. Sa déclaration du 7 février était assez directe. Rompre la règle budgétaire pour donner plus d'argent à l'Ukraine est une idée dangereuse. Pour Stoltenberg, la règle budgétaire a été mise en place parce que les revenus de la Norvège fluctuent. Ils sont élevés en temps de crise et peuvent être très bas autrement, a-t-il expliqué. Cette règle a permis à la Norvège de maintenir sa stabilité économique sur le long terme, en évitant de consommer ses ressources trop vite. Cependant, Stoltenberg a rappelé au monde qu'il est tout à fait pour augmenter le soutien à l'Ukraine. Alors qu'il évoquait les dangers de la rupture de la règle budgétaire, il s'est dit ravi de l'augmentation significative du programme Nansen, juste avant Noël 2024. Pour contexte, le programme de soutien Nansen pour l'Ukraine, nommé d'après l'humanitaire norvégien et lauréat du prix Nobel de la paix Fridtjof Nansen, est l'un des principaux moyens par lesquels la Norvège fournit à la fois une aide civile et militaire à l'Ukraine. Ce programme transpartisan, lancé avec 12,4 milliards de dollars pour 2023-2030, représente un engagement significatif de la Norvège face à la guerre en cours. La Norvège augmente son soutien à l'Ukraine, avec un supplément de 50 milliards de couronnes, environ 4,46 milliards de dollars américains, approuvé par le Storting pour 2025, non ? En 2024 environ, 2,49 milliards de dollars ont été alloués à l'Ukraine via ce programme, dont 918 millions pour le soutien civil et humanitaire et 1,56 milliard pour l'aide militaire. Cette répartition garantit que le soutien est complet, répondant à la fois aux besoins immédiats de défense de l'Ukraine ainsi qu'à sa crise humanitaire. Ces chiffres semblent impressionnants, au début, mais rappelez-vous du chiffre initial de la vidéo, 1,8 trillion. La Norvège semble s'en souvenir également, c'est pourquoi Melby exhorte Stoltenberg à repenser son approche de l'utilisation du fonds souverain du pays pour aider l'Ukraine. Elle pense que le pays peut et doit faire plus pour l'Ukraine, malgré les risques fiscaux. Si le gouvernement se satisfait du niveau actuel, il place volontairement la Norvège en queue de peloton, a prévenu Melby. Elle insiste sur le fait qu'en tant que ministre des Finances, Stoltenberg a l'opportunité et la responsabilité de pousser pour plus, surtout maintenant qu'il a vu l'urgence de la situation. Mais pourquoi cette urgence ? La Norvège a bénéficié d'un fonds souverain précieux durant les 3 années de l'invasion russe. Pourtant, la pression s'accentue pour puiser davantage dans ce fonds, afin d'accroître considérablement l'aide à l'Ukraine. Qu'est-ce qui a changé dans le paysage géopolitique qui rend ce moment différent d'avant ? Eh bien, disons simplement qu'il y a eu un changement sismique, une transformation des dynamiques mondiales, si grande qu'elle pourrait être difficile à croire. Et les effets d'onde se font ressentir partout, même dans les couloirs du pouvoir à Oslo. Décortiquons tout cela. Nous commencerons par l'événement qui a déclenché l'urgence derrière la réflexion de la Norvège sur l'utilisation du fonds. Le conflit amer entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Cette confrontation a révélé des animosités personnelles et un changement alarmant dans la géopolitique autour de l'Ukraine.
Lors d'une réunion censée être routinière, les deux dirigeants se sont rapidement retrouvés dans un échange houleux. Zelensky, fervent défenseur de la fermeté face à l'agression russe, a réagi contre la position plus douce de Trump envers le président russe Vladimir Poutine. Pendant ce temps, Trump, toujours le négociateur, a poussé pour une résolution rapide de la guerre, rejetant le conflit prolongé comme un gaspillage de ressources. Mais ce désaccord diplomatique révélait un problème plus vaste, marquant un tournant décisif. Trump plaidait pour l'amélioration des relations avec Poutine, poussant pour un accord de paix favorisant la Russie. Et tout accord qui favorise la Russie ne peut signifier qu'une chose. L'Ukraine peut dire adieu à son territoire, à sa sécurité, et peut-être même à sa souveraineté. Bien que Trump n'ait pas été jusqu'à discuter de ces éventualités, il a qualifié Zelensky de dictateur sans élection, montrant que son alignement avec Poutine pourrait avoir déjà progressé plus que quiconque ne le savait. Ce n'était pas seulement un contraste avec le soutien indéfectible de l'administration Biden à l'Ukraine, mais un changement de camp ouvert et clair. Cette évolution a été remarquée. L'affrontement du bureau ovale a choqué l'Europe, faisant craindre aux dirigeants et citoyens un abandon américain de l'Ukraine et de la sécurité européenne. Le continent a brusquement fait face à l'éventuelle désintégration d'une alliance qui avait pris des décennies à se former. C'est précisément pourquoi la Norvège reconsidère son approche de l'utilisation de son fonds souverain. La confrontation Trump-Zelensky reflète une tendance plus large, au-delà d'un simple incident isolé. Les États-Unis se rapprochent de la Russie, délaissant l'Ukraine. À l'heure actuelle, l'Ukraine a déjà été essentiellement abandonnée par les États-Unis. Après des années de promesses, le pays retire soudainement le tapis sous son allié, une nation qui se bat pour sa survie même, sacrifiant plus de 43 000 soldats et subissant près de 370 000 blessures. Pourquoi ? Parce qu'en mars, Trump a officiellement suspendu l'aide militaire à l'Ukraine. Plus d'1 milliard en armes et munitions déjà approuvées, et maintenant arrêtées. Peu après sa dispute tendue avec Zelensky au bureau ovale, Trump a abandonné le pays qui dépendait du soutien américain pour sa défense. Pour que l'aide se poursuive, Zelensky doit vouloir la paix. En d'autres termes, cela signifie accepter un accord de paix selon mes conditions, sinon je me retire. Trump a même dit quelque chose de similaire à Zelensky, ce qui pourrait être une lecture directe de ses propos. Pas de nuances ni de soucis pour les pertes humaines ou les villes détruites. C'est comme si les milliers de vies ukrainiennes perdues, les 290 milliards de dollars d'aide internationale et la destruction d'une nation entière ne signifiaient rien. L'ultimatum de Trump n'est pas brutal. Les leçons de l'Afghanistan et du Vietnam ont montré que Washington n'était pas toujours fiable. Cette fois, les enjeux sont plus élevés. Le retrait américain pourrait remodeler tout un continent. Mais Trump ne semble pas s'en soucier. Il pourrait même avoir une rancune spécifique envers l'Europe, et plus précisément l'Union européenne. Selon Friedrich Merz, un membre du Bundestag allemand, et potentiel prochain chancelier, il est évident que les Américains, du moins l'administration, sont largement indifférents au sort de l'Europe. Qui peut lui en vouloir ? Les États-Unis semblent plus intéressés à pousser la démocratie européenne à la limite et à favoriser les partis d'extrême droite. Ces partis ne sont pas les plus grands supporters de l'UE, mais quel est leur objectif ultime ? Selon certains analystes, l'administration Trump cherche activement à saper l'Europe, au-delà de la simple indifférence. Selon Trump, l'Union européenne a été créée pour duper les États-Unis, un argument qu'il a fortement souligné. Il considère clairement l'UE comme un ennemi redoutable qu'il est déterminé à faire tomber, un tarif à la fois. Trump propose des 25% sur les produits européens. Il snobe l'OTAN et se rapproche de la Russie. Aux Nations Unies, les États-Unis se sont alliés à la Russie, la Biélorussie et la Corée du Nord, s'opposant à leurs alliés européens. Tous ces éléments combinés, l'Europe est confrontée à un avenir où les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable. Angela Merkel, ex-chancelière allemande, avait anticipé cela durant le premier mandat de Trump. En 2017, elle a dit que les temps où nous pouvions compter entièrement sur les autres sont révolus. Maintenant, il semble que nous pouvons le perdre complètement. C'est pour cette raison que la Norvège considère utiliser son fonds souverain. Si les États-Unis abandonnent réellement l'Ukraine et l'Europe, les nations européennes doivent agir vite pour combler le vide. L'autre raison pour laquelle la Norvège pourrait utiliser le fonds est plus honteuse que pragmatique. L'alternative est simplement trop effrayante. Malgré son immense richesse provenant de la hausse des prix du pétrole et du gaz, la Norvège traîne des pieds quand il s'agit de soutenir réellement l'Ukraine, et ses voisins nordiques ne laissent pas cela passer inaperçu. Ils paraissent résolus à ternir la réputation de la Norvège par ses actions, ou son inaction sans mesurer leurs propos. Selon l'Institut de Kiel,
un think tank renommé d'Allemagne, entre le 24 février 2022 et le 31 décembre 2024, la Norvège a fait les dons suivants à l'Ukraine. 1,98 milliard en aide militaire, 69 millions en aide humanitaire et 94 millions en aide financière. Selon le Danemark et la Suède, voici à quoi ressemblerait la liste. Honteux, embarrassant, pathétique. Les deux pays ont largement dépassé l'aide militaire dans leurs contributions. Le Danemark a envoyé 8,17 milliards et la Suède 5,08 milliards. Pour aggraver les choses, la Norvège se présente comme un allié ukrainien beaucoup plus fort. Le premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a fièrement proclamé que la Norvège est le meilleur ami de l'Europe, mais la réalité est loin d'être flatteuse. Støre s'est également rendu à Kiev pour le 3e anniversaire de l'invasion, pour montrer au peuple ukrainien que les dirigeants européens sont unis derrière eux et restent fermes dans leur soutien à l'Ukraine, dans sa lutte pour se défendre. Cependant, il y a une différence entre montrer son soutien et le fournir concrètement. C'est l'hypocrisie que dénoncent le Danemark et la Suède. Comment une nation qui se targue d'humanisme et de paix mondiale peut-elle tourner le dos lorsque l'Europe en a le plus besoin? Et ça empire, ou du moins ça devient plus exaspérant. Stoltenberg prétend que la Norvège a déjà été généreuse en augmentant la production de gaz pour l'Europe. Selon lui, le pays fournit maintenant 30% du gaz de l'Europe. Merci Norvège, mais l'Europe n'a pas demandé votre gaz, elle a demandé votre engagement envers la liberté et la démocratie. En 2023, les revenus du pétrole et du gaz ont atteint environ 100 milliards de dollars. C'est près de 3 fois le précédent record établi en 2008. Fournir du gaz n'est donc pas de l'héroïsme, mais simplement une recherche de profit. La Norvège semble avoir entendu ce message clairement. Voyons comment elle rectifie la situation. Stora a annoncé que le pays contribuera 7,83 milliards à l'Ukraine en 2025. C'est plus du double de ce qui avait été annoncé initialement en novembre 2024. Cette hausse importante résulte certainement de la pression accrue de la communauté internationale et des critiques internes, soulignant la richesse historique de la Norvège, notamment son pactole pétrolier et gazier dû aux perturbations de la guerre. La destination de cet argent n'a pas été précisée. Stoltenberg a déclaré que le soutien de la Norvège sera basé sur les besoins de l'Ukraine et coordonné avec les partenaires européens. Malgré l'augmentation significative de l'aide, certains estiment que cela reste insuffisant. Des politiciens norvégiens réclament une hausse significative de l'aide. Ils souhaitent augmenter le montant à 12,48 milliards de dollars, ce qui serait un pas dans la bonne direction. Cependant, même cela sera insuffisant, étant donné les ressources de la Norvège. Mais nous devons commencer quelque part. Et même l'idée de débloquer le fonds souverain de la Norvège pour l'Ukraine a choqué le monde. Après tout, cette hausse de financement soutiendra non seulement les besoins de défense immédiats de l'Ukraine, mais signalera aussi que la Norvège reconnaît enfin les enjeux durables du conflit. Le gouvernement a enfin reconnu que c'est la situation de sécurité la plus critique que la Norvège ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, l'agression incontrôlée de la Russie menace la stabilité de l'Europe entière. Pour rester un acteur clé de la sécurité européenne, la Norvège doit agir en conséquence. C'est pourquoi la Norvège s'est engagée à verser un total de 18 milliards 95 dollars d'aide jusqu'en 2030, un engagement pluriannuel censé garantir que l'Ukraine peut se défendre non seulement maintenant, mais bien dans le futur. Cet argent transitera via le programme Nansen, dont le financement a aussi fortement augmenté. C'est là que le vrai test débute. Malgré ces hausses importantes, la Norvège respecte toujours la règle budgétaire. Stoltenberg semblait satisfait, disant que l'allocation supplémentaire respecte la règle fiscale sur l'usage des revenus pétroliers. Il a aussi affirmé que des contrôles seraient liés au financement pour garantir son utilisation prévue, ce qui est nécessaire. Cependant, dans le contexte de sa mentalité stricte de respect des règles, cela semble presque ridicule. Il est peut-être temps de revoir certaines priorités. Toutefois, le reste de la Norvège est pleinement conscient de l'urgence de la situation. Le consensus politique est clair. La Norvège doit continuer d'accroître son soutien à l'Ukraine. Elle doit saisir le contexte de ce qui est essentiel. Les mots et les promesses ne suffiront pas à gagner la guerre. L'Ukraine et l'Europe ont besoin d'un leadership stratégique et d'un engagement indéfectible pour garantir que l'Ukraine ait les ressources nécessaires, non seulement pour survivre, mais aussi pour réussir. La Norvège pourrait jouer un rôle clé dans cette réussite. En termes simples, la Norvège à elle seule pourrait changer le cours en faveur de l'Ukraine, mais le fera-t-elle? Qu'en pensez-vous? La règle budgétaire restera-t-elle plus importante que les vies perdues en Ukraine? La Norvège va-t-elle réellement se mobiliser pour protéger l'Ukraine et l'Europe entière? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.